Bon, on est déjà en 2024, j'ai créé 5 vidéos que j'ai adoré faire, et maintenant je me trouve un peu dans l'embarras, parce que ça fait maintenant plusieurs mois que je repousse quelque chose. Un sujet bien particulier qui m'a bercé pendant toute mon adolescence. Je savais pas trop comment l'aborder parce qu'il est plus personnel et émotionnel que les autres. Si dans mes 5 précédentes vidéos j'ai fait de la review narrative avec un peu de gameplay, là ce sera purement du storytelling sur un sujet qui m'est très cher. Dans cette vidéo, je vais pas parler d'un jeu en particulier, mais plutôt d'une expérience. Évidemment, c'est toujours propre à chacun, surtout dans la manière de nous marquer. Pour certains, ça a été un sport en particulier à une époque. Pour d'autres, ça a pu être certaines vacances passées sous les tropiques. Et pour moi, ça a été Halo. Bon, vous pouvez rire, c'est effectivement le discours de l'énorme geek qui n'a jamais particulièrement apprécié les bains de soleil. Pour ceux qui s'attendent à une rétrospective complète de la licence de 2001 à aujourd'hui, ça ne va pas être exactement le cas. Je vais vous expliquer un tas d'éléments pour vous faire comprendre son âge d'or, tout en passant par les raisons de sa chute qui est toujours actuelle, avec Halo Infinite ou Halo 6, le dernier en date. Aujourd'hui, Halo est une licence qui a complètement disparu du paysage vidéoludique. Et même si Infinite, que je viens de citer, fait une légère remontée ces derniers mois, il a mis le dernier clou sur le cercueil de la confiance qu'avaient les fans en Halo. Faut se remettre en tête qu'à l'époque, cette licence faisait de bien meilleures ventes que Call of Duty. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est plus le cas avec tous les changements opérés sur la licence à partir du 4ème épisode, mais il y a encore certaines rares occasions où on peut voir les fans de Halo sortir de leur terrier, comme par exemple ici, au détour d'une bande-annonce pendant l'E3 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le plus grand rassemblement du jeu vidéo au monde avec tout plein de conférences, dont celle-ci nous montrant à la toute fin un certain Halo Infinite, qui semble enfin redonner ses lettres de noblesse à la licence. Bon, je pense que vous avez compris, la licence n'a plus du tout sa gloire d'antan, et cette vidéo n'a pas pour but de tirer sur la deuxième trilogie très discutable qui a provoqué sa chute. J'ai envie de me concentrer sur l'essentiel pour vous faire comprendre pourquoi je l'ai tant aimé à l'époque. Mais étant donné qu'elle a 22 ans et qu'il y a beaucoup d'épisodes, je vais tout de même mettre en lumière quelques points qui me semblent importants. C'est une licence qui est apparue en 2001, en même temps que la première Xbox et qui a absolument cartonné. Si Xbox a pu débarquer dans le gaming et créer la trilogie que beaucoup connaissent, c'est principalement grâce à ce jeu qui a révolutionné les jeux de tir à la première personne. Pour donner un exemple, certains l'ont sûrement appris récemment avec la vidéo de review, mais si aujourd'hui la santé se recharge automatiquement dans Call of Duty, c'est grâce à Halo. En fait, il n'y a pas un seul domaine dans lequel le premier épisode n'excellait pas pour son époque. Il était l'un des précurseurs des FPS tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec un scénario bien amené, un gameplay unique à la fois facile à prendre en main et difficile à maîtriser, des musiques d'une qualité rare dirigées par Martin O'Donnell alias Dieu, des graphismes bluffants et un multijoueur génial qui pouvait amuser n'importe qui. Non mais vraiment pour l'époque, Halo 1 a été un tremblement de terre dans le monde du jeu vidéo qui a tapé 6 millions de ventes, soit un quart des acheteurs de la console. C'est énorme. C'était le jeu le plus vendu au Royaume-Uni en 2001 et aux États-Unis en 2002. Pour une nouvelle licence sur une nouvelle console, c'est impensable. Et s'il a autant réussi à attirer les foules, imaginez ce que ça devait être quelques heures avant la sortie du deuxième épisode, 3 ans plus tard. Rewrite retail history. Video game is expected to have bigger first-day revenues than any movie has ever had an opening day at the box office. Biggest retail launch in entertainment history. Dozens of grown men and probably about 3 women have crawled out of their parents' basements tonight to be first in line to buy the new video game Halo 2. Video gamers across the country are anxiously awaiting the midnight release of a game called Halo 2. 45 minutes and counting for Halo 2 to go on sale. The line right now is probably about 100 yards long. It is the most anticipated game in entertainment history. Well, if you're an Xbox gamer, there's a good Halo chance 2 you're a pretty oblitéré right now. toutes les attentes. Ils ont vraiment voulu faire passer la licence à un niveau supérieur. Graphiquement, c'était sublime, avec des cinématiques d'une qualité encore jamais vue auparavant.
Pour le gameplay, c'est simple, on a eu une dizaine d'armes différentes en plus et on peut en avoir une dans chaque main. Le scénario est juste exceptionnel, bourré de rebondissements qui vont nous amener à être plongés au sein des problèmes de l'armée Covenant. Oui, j'en ai pas encore parlé, mais ce sont les extraterrestres qu'on affronte. Et on va même jouer de leur côté en incarnant un haut gradé qui a été déchu à cause des événements du premier épisode. Normalement, quand je joue pas le personnage principal dans un jeu, ça peut vite m'emmerder. Mais là, ça a été exécuté brillamment, en plus de pas du tout m'y attendre. Et vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais de la musique de Halo 1 qui était géniale. Ben là, c'est encore mieux. Et j'ai juste pas les mots. Vous vous rappelez du multijoueur révolutionnaire sur Halo 1 ? Bah Halo 2 l'a fait à son tour grâce à la création du Xbox Live. Sachez que si vous savez faire votre game de Warzone tranquillement aujourd'hui, c'est parce que Xbox a accéléré le pas du multijoueur en ligne sur console en proposant un service qui était hyper efficace et accessible à tous. Avant sur console c'était rarement stable et vous aviez une chance sur deux de vous voir déconnecté. Dans Halo 2, on a eu droit à un nouveau moteur graphique qui était spécialement conçu pour le jeu en ligne. Si avant on pouvait jouer de 4 à 8 joueurs, maintenant on passe à 16, ce qui est beaucoup plus intense et immersif. Du coup, forcément, le jeu a tapé des scores de vente de malade avec 2,4 millions d'exemplaires le premier jour de sa sortie. En comparaison avec le concurrent direct de Xbox, PlayStation vient à peine de battre ce record avec Spider-Man 2 et ses 2,5 millions d'exemplaires en un jour. Et je suis pas là pour dire « Ma console est mieux !» Non, je m'en fous. C'est juste que factuellement, à l'époque, ils ont tout défoncé. Et à ce moment-là, personne ne savait qu'Halo 2 était en train de révolutionner le multijoueur en ligne sur console. Plus besoin d'utiliser des serveurs dédiés éclatés. Non, là tu pouvais rejoindre un groupe d'amis en appuyant sur un simple bouton. Et tout ce dont je viens de vous parler nous mène directement en plein cœur de l'âge d'or de Halo. Mais vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour vous faire comprendre cette époque ainsi que l'investissement émotionnel des joueurs, je dois d'abord vous montrer les raisons de son déclin qui commence véritablement en 2012. À partir de cette date, et plus précisément le 6 novembre 2012, la saga entame sa très lente descente aux enfers. La raison vient simplement du fait que Bungie, les développeurs initiaux, ne souhaitent plus travailler sur Halo. Ils estiment avoir fait le tour de la licence. Ils produisent donc 2 derniers épisodes, à savoir Halo 3 DST et Halo Reach, puis après ça a terminé, ils s'en vont de leur côté. Il faut donc absolument trouver un remplaçant parce que Halo ça fait du pognon. Donc du côté de Microsoft, on va tout faire pour que la licence perdure avec un autre développeur. Ils s'y prennent donc bien à l'avance à partir de 2007 pour créer le studio 343 Industries. Ils s'occuperont donc de la licence après Halo Reach, l'épisode final de Bungie sorti en 2010 qui est une préquelle du premier épisode. Oui, j'imagine pas la galère que ça doit être quand on s'y connaît pas, grosso modo ça ressemble à ça, avec Halo 3 qui clôture la licence. 343 Industries produira donc le 4e épisode de la saga en 2012. Et ouais, malheureusement, vous vous doutez bien, la réception a été très mitigée parce que qui dit nouvelle équipe dit nouvelle vision des choses, et ça n'a pas plu à tous. Bon, moi de mon côté, j'étais pas super objectif en 2012, j'adorais tout ce que je pouvais obtenir de cette licence. Je trouvais que la nouvelle direction était pas mauvaise. Le jeu était sublime, et c'est d'ailleurs le plus beau jeu de la Xbox 360. On voit le Master Chief sous une autre forme, la mise en scène est excellente, le scénario est beaucoup plus mis en avant par rapport aux épisodes précédents. Pour la soundtrack, c'est toujours aussi divin même en changeant de compositeur, le tout dans une ambiance très mystique qui peut nous rappeler les meilleurs moments du premier épisode. Il y avait vraiment des belles choses dans Halo 4. Comme je l'ai dit, la musique, l'ambiance, le scénario, tout, c'était trop bien. Même si je peux évidemment comprendre certaines critiques, j'avais adoré. Mais... 343 Industries ne comprenait pas son public. En priorisant une campagne plus scénarisée et sérieuse, ils ont mis de côté la partie la plus importante. Il est vrai. You shouldn't have
Oh, the bait and switch there. I still can't get him. Si la licence a commencé à sombrer à partir de la nouvelle direction prise par 343 Industries, c'est en grande partie à cause du manque général de fun dans leur jeu. C'est pour moi l'élément le plus important dans n'importe quel jeu vidéo. Faut juste savoir que dans Halo, il se fait immédiatement ressentir grâce à ce que les développeurs ont appelé les 30 secondes de fun. In Halo 1, there was maybe 30 seconds of fun that happened over and over and over and over again. So if you can get 30 seconds of fun, you can pretty much stretch that out to be an entire game. Encountering a bunch of guys, melee attacking one of them before they were aware, throwing a grenade into a group of other guys, and then cleaning up the stragglers before they could surround you. And so you can have all the great graphics and all the different characters and lots of different weapons with amazing effects, but if you don't nail that 30 seconds, you're not going to have a great game. Alors, ce discours va avoir 20 ans, et il est selon moi toujours actuel parce que le fun est primordial. Et comme je le disais juste avant, la notion de fun est différente en fonction de chacun ou de chaque jeu. Si on prend un exemple sur mes vidéos, je vais trouver mon fun dans Red Dead grâce à son immersion exceptionnelle. Dans Hunt, ce sera avec son sound design qui est l'un des meilleurs de l'industrie, et dans Dying Light, ce sera grâce à son gameplay qui récompense la prise de risque couplée à une progression géniale. C'est toujours différent, et comme je le disais dans la vidéo à son sujet, Nintendo est selon moi le constructeur qui a parfaitement compris ce concept. C'est la façon dont le tout, une fois mis bout à bout, va vous permettre d'avoir une expérience hors du commun. Du coup, ce connard de Sgoat parle d'expérience hors du commun, mais comment ça se produit avec le gameplay de Halo? Déjà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on n'a pas vraiment de sentiment de progression et on a une seule arme par genre, c'est-à-dire qu'on a le fusil d'assaut pour le fusil d'assaut, le pistolet pour le pistolet, ou encore le lance-roquette pour le lance-roquette. On n'a pas comme dans un Call of Duty à l'époque tout un tas d'armes différentes en plus de pouvoir les personnaliser. Du coup, on a que deux armes principales sur nous, des grenades et un personnage pas hyper rapide. Mais, c'est ce qui en faisait sa force. Un bac à sable facile à comprendre dans lequel on donne des bases simples pour permettre de créer des centaines de situations différentes. Halo 1 et 2 avaient déjà ces bases à l'époque, mais Halo 3 est allé plus loin, en améliorant et en peaufinant le tout. Le jeu est plus dynamique, avec une physique excellente et tout un attirail de nouveaux objets géniaux à utiliser qui peuvent créer un chaos compréhensible mais surtout terriblement amusant. C'était aussi une époque où on se contentait de peu en termes de progression et de récompense. Halo 3 et ses prédécesseurs avaient absolument tout dans leur game design pour vous garder en jeu. Et je fais mon petit connaisseur avec cette vidéo, mais sachez que j'ai commencé à connaître la licence à partir de fin 2007. Je devais avoir 12-13 ans et je comprenais rien au scénario. Mais ça m'empêchait pas du tout de m'éclater à vouloir trouver tous les secrets cachés dans les différents niveaux de la campagne, parce que je savais que j'allais m'amuser en le faisant. Et à cette époque, les gens crachaient sur Halo 3 parce qu'il était scénaristiquement inférieur au 2. C'est vrai, il était un peu moins travaillé, mais c'était pour mettre en avant un multijoueur qui allait marquer toute une génération de joueurs. Ils ont presque tout mis dedans. Et quand un jeu sort, c'est impossible de connaître les répercussions qu'un mode online peut avoir. Surtout à une époque où c'est juste en train de se populariser. On était déjà hyper content de jouer avec quelqu'un qui n'était pas dans la même pièce. Et si cet épisode a sacralisé la licence en tapant les 3 millions de ventes le jour de sa sortie, c'est pas juste grâce au jeu en tant que tel. Parce qu'il faut savoir que suivant le pas de ses deux prédécesseurs, Halo 3 est sorti sur la Xbox 360. Une console qui améliorait une fois de plus la qualité des services en ligne. Et je me suis vraiment rendu compte à l'écriture de ce script que le multi de la Xbox et plus particulièrement Halo, c'est l'époque qui me donne le plus de nostalgie. Les moments où tu recevais des messages incessants de la part de ton meilleur pote pour jouer en baptême du feu à Halo 3 DST. Les invitations pour rejoindre un groupe de potes en matchmaking, ou encore la période où recevoir un message vocal bourré d'insultes parce que tu as écrasé un adversaire était complètement banal. Hey, I'ma fuck your mama, bitch! Hey, I fucked your mom last night, bitch! Get alive, boy, get alive. The fuck up, bitch! Hey, you're just mad because I'll be able to do something with my fucking guitar in hands that you'll never be able to achieve in your entire life, kid. So yeah, you're gay. You're gay. À l'époque, j'étais un gosse bizarre et pas du tout sociable, mais sur ma 360, j'ai fait des rencontres très particulières. La simple lecture de leurs pseudos aujourd'hui déconnectés depuis des années me brise le cœur. Des noms qui se sont tout simplement éteints du jour au lendemain. Cette console avait vraiment mis en avant le rapport aux autres.
On peut le voir juste en cliquant sur le bouton principal de la manette. On a toute une partie sociale qui se dévoile avec nos amis, les différentes invitations à un groupe, les messages ou encore d'autres activités sociales. Là où aujourd'hui ce sont simplement de bêtes onglets qui ne sont même plus mis en avant. C'était simple, hyper efficace et ça montre parfaitement la philosophie de Microsoft à l'époque. Créer un écosystème qui pousse les joueurs à l'interaction. À une époque pas si lointaine, fallait passer par des forums en ligne pour se connecter et encore, fallait peut-être faire quelques manipulations sinon ça crachait. C'était aussi chiant que de lancer Hamachi pour jouer à Minecraft avec ses potes en 2014. Du coup, ça a créé une sorte d'effervescence. Une envie d'aller découvrir ce monde en ligne, parce que ça paraissait fou de pouvoir simplement allumer sa console et jouer avec d'autres aussi facilement. Comme vous avez pu le voir, ça mène pas toujours aux discussions les plus fines, mais c'était normal de mettre son casque et parler aux autres. Surtout que dans Halo, c'était encore plus habituel de parler parce que c'est un jeu d'équipe. Comme dans un Battlefield Bad Company 1 à l'époque, il y a instantanément un esprit d'équipe qui se ressent parce qu'en étant rassemblés, on est plus fort. Mais dans Halo, va falloir faire attention à quelque chose qui disparaît de plus en plus de nos jours, le tir allié. Putain, vraiment parfait ce plan. Le tir ami est toujours activé, et pour moi c'est vraiment hyper important dans un jeu d'équipe. C'est un élément qui est là depuis le début de la licence et qui amène toute une dynamique de protection entre les joueurs. On ne balance pas des explosifs à tout va parce que ça pourrait vous défavoriser en éliminant un allié. Oui, effectivement, ça peut être chiant sur une erreur si un allié vous tue, mais le jeu vous proposera de l'exclure s'il le fait trop souvent. Ça amène le fait de penser aux autres, ils sont dans votre partie et vous jouez avec eux. C'est con, hein, mais faut aussi le rappeler parce que dans les jeux aujourd'hui, on est à la fois en équipe et tout seul. Et si vous aviez apprécié les gens avec lesquels vous avez joué, hop, il y avait un petit bouton pour continuer avec eux. Appuyez dessus, ça a toute une signification. Ça transmet un message aux autres membres de votre partie. Salut mec, tu veux jouer avec moi? Mais oui, putain! En plus de ça, s'il y a un truc marrant qui s'est passé pendant la partie, vous pouviez aller dans le mode cinéma qui sauvegardait vos 10 dernières games pour aller enregistrer n'importe quoi. C'est mauvais! Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu faire le 3/4 de mes plans pour cette vidéo. Mais vous savez quoi? Pour l'instant, j'ai parlé de la campagne et des parties multijoueurs. Mais c'est pas exactement ça qui a pu créer la force communautaire légendaire de Halo. Car si je considère que la licence a réellement commencé son âge d'or avec le 3e épisode, c'est parce qu'avec lui a été introduit un nouveau mode bien spécial, la forge. Vous pouviez devenir cette petite bouboule, vous balader sur la carte multijoueur de votre choix, pour ensuite l'améliorer avec tout plein de petits objets que vous aurez à votre disposition. Les structures de base sont intouchables, mais on pouvait tout de même bien s'amuser avec une trentaine de petits éléments à placer. C'était pas énorme et pourtant suffisant pour permettre à un joueur créatif de faire ce dont il souhaite. À la base, dans Halo 3, il y avait 11 cartes qui étaient toutes très différentes. Et évidemment, il faut bien que ça démarre quelque part, c'est la carte piège de sable qui a attiré tous les premiers regards des créateurs. Elle représente vraiment la mentalité des développeurs. Il y a peut-être une équipe qui sera avantagée en début de partie, mais on s'en tape, on veut juste s'amuser. Et je vais pas faire de blague, mais c'était vraiment un bac à sable. Elle est hyper variée et permet plein de types d'affrontements possibles avec une grande aire de jeu, des zones limitées à l'extérieur qui vous tuent à moins d'être en véhicule, des intérieurs mystiques pour le combat rapproché, un nouveau véhicule incroyable et juste dispo sur cette map. Il en fallait pas plus. Ça a permis de faire naître la première étincelle chez les joueurs créatifs. Cet endroit a été le premier lieu qui a démarré la soif intangible des créateurs dont je faisais partie. C'était génial de découvrir toutes les possibilités de la forge. Il y avait des modes de jeu hyper variés qui nous faisaient découvrir tous les recoins d'une carte. Et mec, tu connais Sigurd? Ah ouais, celui qui ressemble à Ego! Exactement! Mais ça manquait quand même d'un petit truc. Parce qu'à force de s'amuser avec la forge, on se rend compte qu'on n'a pas de vrais gros éléments qui permettent la création d'une carte fondamentalement différente des autres. On pouvait s'amuser à mettre des caisses, des armes, des véhicules, tout ça, mais on voulait plus, parce qu'il y avait un vrai potentiel dans la forge. Je sais pas si je vous ai dit que ces développeurs étaient... géniaux. Le 11 décembre 2007, soit un peu plus de 2 mois après la sortie de Halo 3, débarque la carte Fonderie, un lieu simple, carré, dans lequel on pouvait tout modifier. Moi, j'aimais bien retoucher aux cartes déjà existantes, placer tout plein de petits trucs par-ci par-là pour voir ce que ça pourrait donner. Mais le mieux restait quand même de tout virer, pour ensuite voir ce qu'on pouvait créer.
C'est à partir de cette carte qu'on s'est véritablement rendu compte de toutes les possibilités que le titre avait à offrir. Il y a eu un engouement immense aidé par un système ultra communautaire. L'accès aux cartes des autres joueurs était super facile. Vous pouviez mettre une dizaine de fichiers différents sous votre profil pour les partager, et ça donnait vraiment envie de s'intéresser aux autres. Chaque semaine, Bungie mettait en avant quelques cartes, modes et extraits auxquels tout le monde pouvait accéder. Parfois, les fichiers étaient absolument éclatés, mais c'était un vrai plaisir de se promener sur le profil de certains joueurs pour voir ce qu'ils étaient heureux de partager. Ce système a mis en avant la création de centaines de cartes et modes qui sont devenus aujourd'hui légendaires. Ça mettait complètement les joueurs qui s'investissent sur le devant de la scène. Moi-même, je pourrais pas détailler la quantité de cartes que j'avais créées ou sur lesquelles j'avais joué en ligne, mais elles doivent sûrement se compter par milliers. C'était simple, hyper efficace, et voyant le phénomène que c'était, les développeurs ont eu une fois de plus un élan de génie. Selon Bungie, Sandbox était la carte ultime pour la forge. T'as besoin d'un terrain ouvert pour créer des cartes compétitives et intéressantes? Check. T'as envie de jouer à la baballe avec tes potes ou bien tu voudrais faire une map claustrophobique pour du zombie? Check. T'aimerais vraiment créer une map aérienne mais t'as jamais trouvé ton bonheur? Check. La carte est hyper variée et honnêtement pour l'époque, je vois pas comment c'était possible de proposer quelque chose de plus intéressant que ça. Et j'ai principalement parlé de 3 cartes pour cette vidéo, mais il y en a eu plein d'autres. Le sujet est vaste, mais comme d'habitude, je préfère me concentrer sur mon ressenti. Il n'y avait pas un moment que je considérais comme perdu parce que ça me permettait à la fois de me divertir en ligne et d'être créatif parce que j'adore tout ce qui touche de près ou de loin à l'imaginaire. Vous savez, il y en a peu des jeux qui te permettent de créer des niveaux avec ses potes. Et sans aller chercher très loin, je pourrais citer Garry's Mod, Minecraft, Roblox ou encore Fortnite. Et si le premier a pour but de laisser libre cours à la folie des joueurs en faisant n'importe quoi avec n'importe qui, les 3 autres sont des jeux qui ont un mode créatif ou carrément un éditeur de niveau en ligne. Et honnêtement, je pense que ces 3-là seraient allés beaucoup moins loin s'ils avaient pas permis ça. Donner les outils de son propre jeu à sa communauté, c'est leur demander de s'investir de la plus belle des manières. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur sentiment pour un développeur que de voir les créations des joueurs passionnés. J'avais exactement ce plaisir de jeu sur ma Xbox 360. Bien sûr, je jouais à énormément de jeux, mais je passais le plus clair de mon temps sur la forge de Halo 3. Parce que j'avais toujours de nouvelles idées en tête. J'étais curieux de faire tout ce qui me passait par l'esprit. Le temps passait à une vitesse folle, et c'est impossible de faire mieux que la forge de Halo 3. Enfin, c'est ce que je pensais en 2009. Sorti en 2010, Halo Reach est pour moi une pièce maîtresse, avec un ton beaucoup plus sérieux et dramatique. Dans le futur, je compte faire des épisodes uniques sur chacun des Halo qui m'ont marqué, et c'est fort possible que ce soit Reach que je traite en premier. Mais je l'accorde, Halo 3 ODST est un gros concurrent. L'histoire de Reach est absolument excellente. Le gameplay vient amener quelques éléments dont le sprint, qui a été beaucoup décrié à l'époque. Musicalement, Dieu a réussi à rendre tous les thèmes plus percutants, plus matures. La coopération est encore meilleure avec le baptême du feu, et il y a un truc dont je vous ai déjà parlé mais j'ai oublié c'était quoi? Merde, c'est quoi encore? Ah oui, c'est vrai! Là, on était sur le meilleur de ce dont Bungie était capable, avec une forge grandiose. Les possibilités sont passées de infini à infini x2 parce que la forge a été largement améliorée. Par exemple, si on voulait faire simplement voler un objet dans Halo 3, c'était la galère. Fallait à chaque fois créer un petit échafaudage spécial qui permettait de déposer l'objet dessus, et encore fallait qu'il se stabilise, et je vous dis même pas la galère si vous vouliez que ce soit droit. Ou fallait demander à un pote de prendre un téléporteur, de déposer l'objet qu'on souhaite placer sur celui-ci, pour finalement attendre qu'il soit stable. Ensuite, répéter l'opération avec tous les autres objets. En gros, faire une bonne carte dans Halo 3, c'était exploiter tous les bugs possibles. Bon, heureusement, on a pu commencer à bloquer les objets en 2009 dans Halo 3, et ça a été encore amélioré dans Reach où tu pouvais faire rentrer des objets l'un dans l'autre. Bungie a compris que l'immense succès de Halo 3 est en partie dû à la forge. C'est donc logique qu'ils investissent énormément dans celle de Reach et ils nous ont pas déçus. Pour aujourd'hui, ça paraît pas immense, mais à l'époque c'était énorme. Tu pouvais créer ce que tu voulais où tu le souhaites.
Généralement, les moteurs graphiques et autres systèmes de création sont assez complexes, mais dans Halo Reach, qui a perfectionné la forge, il était ultra complet et très accessible. Si vous étiez un peu inventif, c'était facile de créer une bonne carte. Et je sais même pas pourquoi je parle au passé, parce que tout est accessible sur la Master Chief Collection sur PC et Xbox. Normalement, dans ce genre de vidéo, la nostalgie est trop mise en avant et fausse le discours. Évidemment, j'ai toujours repensé positivement à cette licence grâce à tout ce que j'y ai vécu. Mais en y rejoignant pour cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. J'ai dû faire des centaines de prises différentes à travers tous les niveaux de la campagne, écouter à nouveau l'entièreté de la soundtrack de la saga que je connaissais déjà par cœur, rejouer à des dizaines de parties personnalisées sur Halo 3 et Halo Reach et j'ai adoré. Je m'attendais à un peu m'ennuyer, mais pas du tout. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Red Dead, je perds souvent mon temps à vouloir compléter quelque chose, obtenir de l'XP ou un skin. Mais dans Halo à l'époque, je m'en foutais. Je voulais juste m'amuser et ça m'a rappelé tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une surabondance de la compétition dans les jeux multijoueurs auxquels on joue. Je me rappelle quand Modern Warfare 2 était sorti en 2009, donc 2 ans après avoir découvert Halo 3, j'étais surpris par la quantité de gens qui accordaient une importance immense à leur ratio parce que j'avais été bercé par la mentalité de Bungie. Maintenant, avec tous les systèmes de parties classées qu'on trouve dans tous les jeux du monde, le phénomène s'est tellement amplifié et banalisé que personne ne s'est rendu compte de l'ampleur qu'il a pris au sein de l'industrie des jeux en multijoueur. Et l'exemple le plus flagrant pour cette vidéo, c'est Halo 5. Une belle partie de la campagne marketing était axée autour de ça. Competition. Competitive as possible. Very competitive. Really competitive. 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 Ils avaient que ça à la bouche, et c'est pour moi avec cet opus qu'ils ont perdu une grande partie de leur fanbase, déjà très mitigée avec Halo 4 et son multijoueur catastrophique. Rendez-vous compte qu'ils ont supprimé la coopération locale à partir du 5e épisode, et la forge de Halo Infinite a été en retard de 1 an alors que c'est l'essence même de la communauté de cette licence. C'est à se demander s'ils font pas exprès de tout faire à l'envers. Peut-être que c'est pas entièrement leur faute parce que l'époque est différente. Il faut réussir à s'adapter à son temps, l'inverse de mon discours de vieux con. Mais ce qui a fait la force du divertissement exceptionnel de cette licence, c'est pas ses parties classées. On en faisait de temps à autre, mais on disait jamais non à faire des parties perso contre les adversaires qu'on avait rencontrés pour ensuite s'amuser avec eux. Et c'est principalement le problème de 343 Industries. Ils n'ont pas pour vocation première d'amuser les joueurs. C'est l'opposé total de Bungie. Ils veulent principalement nous faire de belles cinématiques, massacrer le Master Chief en l'humanisant, retirer son putain de casque dans leur série de merde. Bah oui, il fallait vraiment le retirer parce qu'on sait pas se projeter dans un personnage dont on voit pas le visage. C'est pas comme s'il y avait une licence entière qui avait prouvé l'inverse. Oh, je m'énerve rarement, mais ils ont vraiment eu le don de me péter les couilles. Allez, petite musique de Halo 3 DST pour se calmer. Et on redémarre. Quand j'ai parlé du concept des 30 secondes de fun, c'était surtout pour montrer la mentalité de Bungie en général. Une façon de créer un game design qui était leur. Ils savaient comment donner l'envie aux joueurs d'être créatifs en leur donnant des lieux et objets bourrés d'inventivité. Ils connaissaient très bien leur public et quelle direction était bonne à prendre. Les développeurs eux-mêmes le savent très bien. En témoigne un extrait d'un making-of lorsque l'un d'entre eux parle du concept de sandbox dans leur jeu. I'm sure that Jamie will tell you that he owns the sandbox, and I'm sure that Damian and the engineers will probably tell you that they own the sandbox, but to me it's pretty clear that the people who own the sandbox are the people who buy the game. And the people who do the kinds of creative things within that sandbox that we could never have dreamed of. Halo est selon moi la licence qui a eu la meilleure manière de faire dans un jeu vidéo. Aujourd'hui, je ne ressens que très rarement le joueur derrière son avatar. J'aurais pas le même sentiment parce que je me sens pas relié à eux d'une manière ou d'une autre. Le dernier qui m'a fait ressentir cette émotion, c'était Battlefield 1. Bien évidemment, c'est pour d'autres raisons comme l'immersion, la soundtrack ou le sound design. Mais quand un jeu transpire autant de l'amour des développeurs, ça peut que marcher. Aujourd'hui, j'entends presque plus personne parler dans le chat vocal, et même si certains jeux semblent enfin revenir à cette base si essentielle, je trouve que ça reste beaucoup trop rare parce que c'est un énorme vecteur d'amusement. Halo faisait partie grâce à ça de ce genre de jeu qui pouvait créer des moments aléatoires géniaux. Il est, dans ma vie de gamer, l'incarnation de la nostalgie, d'une époque qui ne reviendra jamais car elle est propre à son temps et à la découverte du multijoueur en ligne. C'est une licence qui souhaitait avant tout faire passer du bon temps à ses joueurs, et c'est le but fondamental du jeu vidéo pour moi. J'ai rencontré une centaine de personnes avec qui on se donnait rendez-vous pour aller créer des cartes, jouer en campagne ou tout simplement faire n'importe quoi en partie personnalisée. Je les remercie infiniment de m'avoir permis de vivre cette expérience. Sans eux, ça aurait pas été pareil. Comme j'ai fait avec DICE dans ma vidéo sur Battlefield 1, je ne peux que remercier Bungie d'avoir existé. Ils ont permis à une génération de joueurs tout entière de vivre des grands moments. Et je suis fier d'en avoir fait partie. Halo est une ère à part entière, une époque figée dans le crâne de millions de joueurs nostalgiques qui, en 2022, juste avant la fermeture officielle des serveurs sur Xbox 360, se sont donné rendez-vous pour une dernière partie. Yo, how's everybody doing today? Doing pretty goddamn good. Yourself? Good. It's the first time in like half a decade I've played Halo 3. Figured I'd get on one last time before they shut it down. Yeah, fucking hey, man. Good job. You're fucking here.
Yeah, boy. Alright, behold everyone, this might be the last game of Halo 3 ever. Whew. Limit reached. It'll be fine. It'll be fine. Don't back out. It will start the game. Have faith, everyone. Look, we'll be fine. Just stay here forever. We have all been reset, guys. No. Oh yeah, you can't even look at people's file share anymore. You can't even look at shit. We that was the last one. Population. Come on. It's been on a serving with you, lad. No. Winning the money. Yeah, we're live. Oh.